Ce soir, mais l'actualité nationale est particulièrement riche en informations. Voilà un projet qui va permettre d'électrifier au moins 3 préfectures dans le pays, Dabola, Farana et Dinguiraye, la construction d'une centrale solaire de 500 MW. La société Électricité de la Savane réfléchit même à la conception d'un système d'approvisionnement à moindre coût. Aboubakar Junior Camara. Ce projet porte sur la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 500 MW à Dabola. Il est exécuté par l'entreprise guinéo-espagnole d'électricité de la Savane pour une valeur de 6 500 000 €. L'investissement est garanti par l'entreprise. Pues decir que nosotros, la empresa ELSA, está preparada para empezar. Nous, en tant qu'entreprise ELSA, nous sommes disposés à donner tout ce qu'il faut, le financement nécessaire à donner de l'électricité à notre compte au peuple de Guinée. Les perspectives que nous avons pour ce pays, c'est de donner suffisamment d'électricité sur des hautes lignes de tension et jusqu'à dans les maisons domestiques. La société Électricité de la Savane est spécialisée dans la construction des parcs solaires photovoltaïques. Elle est déterminée à réaliser son premier projet en Guinée avant février 2018. Et une fois réalisée, la centrale de Dabola va servir les villes de Dabola, Farana et Dinguiraye pour 25 ans. Ce projet d'électrification de la région de la Côte-Guinée notamment, où il n'y a pas pratiquement de barrage hydroélectrique à part le barrage de Tinkiso qui donne très peu de courant par rapport au développement de la région. Donc il est important de mettre en place un système d'approvisionnement en électricité à moindre coût. C'est le boom énergétique actuellement. Nous sommes prêts à accueillir puisque nous avons des préfectures où il n'y a pas de réseau. Donc avec ces centrales solaires, on peut alimenter ces villes. L'étude de faisabilité présentée par la société Électricité de la Savane tient compte des paramètres de sécurité et environnementaux. La construction, l'exploitation et la commercialisation sont garanties par la société selon le partenariat signé avec l'État. Ce projet vient appuyer l'engagement du chef de l'État dans la course pour l'électrification du pays à travers des énergies renouvelables. À Beila, le conseil d'administration préfectorale planche sur les besoins urgents de la localité, manque de routes et d'électricité, des problèmes à résoudre très rapidement pour désenclaver cette zone agricole. Il est question dans un premier temps de mobiliser 400 millions de francs guinéens pour quelques projets de développement. Kerna Ousmane Diallo. Beila, dans le sud du pays, à près de 1000 km de Conakry. Autorités administratives et élus locaux réfléchissent au moyen d'impulser une nouvelle dynamique au développement de la préfecture dans son ensemble. La mobilisation des ressources internes est encouragée pour un développement participatif. Cette année, plus de 400 millions de francs guinéens doivent être mobilisés pour faire face à certaines priorités locales. Nous sommes basés cette année sur la construction au moins d'une commune, alors qu'on veut à tout prix, parce que là, l'administration générale et la commune sont confondues dans un même bâtiment. Alors on voudrait essayer de déconcentrer cette fois-ci. C'est à Samana. Aujourd'hui, on connaît les besoins de nos populations. Il y a les routes, il y a l'eau, il y a l'électricité et il y a bien d'autres choses encore. Donc c'est le grand souci que nous avons. Le conseil administratif est l'occasion de présenter les préoccupations des populations à la base et harmoniser les efforts dans la recherche de financement. Les actions pouvant être menées par les communautés sont connues. Celles qui nécessitent de gros financements sont portées à la connaissance du gouvernement. Le problème de route communautaire. Le problème de route communautaire est un problème délicat ici, parce que c'est une zone de production. Il faut reconnaître que Beila est une zone de prédilection d'agriculture et de l'élevage. Donc les grandes zones de production sont enclavées. Donc leur souci, c'est le désenclavement de cette grande production, pouvant leur permettre d'écouler leur production en direction des centres urbains et afin qu'ils puissent avoir des retombées
économique de leur production. Zone agro-pastorale, Beila est une préfecture où la récurrence des conflits entre éleveurs et agriculteurs est préoccupante. Phénomène exacerbé par l'arrivée d'éleveurs étrangers que le conseil administratif souhaite voir quitter la préfecture avant fin avril, au bout de la période de transhumance. Santé, 104 millions de dollars pour renforcer la lutte contre 3 épidémies, le sida, le paludisme et la tuberculose. Une rencontre vient d'avoir lieu pour discuter de la clé de répartition et prévoir un petit réajustement pour le combat contre la tuberculose. La rencontre a aussi permis de cibler quelques projets à mettre en place. Ça, Marathon. 104 millions de dollars US, c'est l'enveloppe budgétaire accordée à la Guinée par le Fonds mondial pour les 3 prochaines années. Le montant est destiné à la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Dans cette salle, les représentants des instances nationales de lutte contre ces maladies et les représentants de la société civile. Ils discutent de la clé de répartition de cette somme. Le Fonds mondial a mis 104 millions de dollars à la disposition des 3 programmes. Ils ont proposé une répartition et ils ont demandé à l'ICN de faire l'arbitrage entre les bénéficiaires pour voir est-ce que, selon leurs besoins, ça peut bouger. Selon les premières estimations du Fonds mondial, 56 millions du montant devraient être alloués à la lutte contre le palud. Plus de 40 millions pour le VIH-Sida, alors que la tuberculose se contenterait de 6 millions. Après de longues discussions, le programme PALU a revu un peu à la baisse son budget en faveur de celui de la tuberculose. Nous avons fait une revue des activités et leurs coûts estimatifs et il est ressorti un gap d'1 600 000 dollars environ que nous voulons rechercher et nous avons fait le plaidoyer. Bon, malheureusement, nous n'avons pu obtenir qu'1 million supplémentaire et nous voulons remercier quand même nos collègues pour avoir accepté ce plaidoyer qui a été très difficile compte tenu aussi des besoins prioritaires des 2 autres programmes. Le Fonds mondial, quand il accorde un montant, dans les conventions, il est stipulé que le pays bénéficiaire doit donner 15% de la somme allouée. Je crois que même dans mon discours, le discours qui était préparé pour mon ministre, il a été stipulé dedans que l'État guinéen s'engage à respecter les exigences conventionnelles, notamment le paiement de ces 15% du montant alloué. À l'issue de cette rencontre d'échange, une nouvelle grille de répartition est adoptée. Elle sera soumise au Fonds mondial pour validation. Des secrétaires de plusieurs pays du monde en formation à Conakry, plus qu'une formation, c'est surtout une rencontre d'échange d'expériences. La rencontre de Conakry se propose d'harmoniser le niveau des assistantes des pays participants. C'est de Banjaï. Durant 5 jours, les secrétaires et assistants venus du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de l'Allemagne, du Canada et ceux de la Guinée ont débattu tous les problèmes qui assaillent le métier de secrétaire en vue de la mode marche de nos administrations. Ce fut un symposium plein d'expériences, plein d'échanges. J'ai beaucoup appris. Je vis en Allemagne, on a nos méthodes de travail là-bas. Malgré tout, j'ai eu l'opportunité ici de découvrir d'autres méthodes de travail parce que ce fut quand même une rencontre internationale et un échange de culture, de méthodes de travail qui étaient très efficaces. J'ai beaucoup appris et j'espère qu'aussi de mon côté, en tant que représentante de l'Allemagne, j'ai pu donner une bonne contribution de ma part. Il faut que les assistantes soient axées sur la formation. C'est vraiment important pour le développement personnel et professionnel. Donc ça vient toujours de soi. Il faut pousser pour pouvoir arriver à ces objectifs. Ce symposium tenu pour la première fois en Guinée a été une occasion pour les organisatrices de mener diverses démarches pour valoriser la mission de la secrétaire et assistante guinéenne. J'ai constaté qu'il y avait un léger retard par rapport à nous. Un léger retard que je souhaiterais que l'État corrige parce que nous sommes à l'ère du numérique, du digital. Ce n'est pas normal que les assistantes nous disent qu'elles ne connaissent pas l'outil informatique. Les débats ont été fructueux. La participation a été effective et qualitative à tous les niveaux. Les travaux, traitements étaient très riches.
Au cours de ces journées, des expériences ont été échangées pour permettre à chacune des participantes de ce premier symposium des secrétaires et assistants francophones, anglophones et lusophones d'en tirer profit. Impôts, les receveurs des 5 communes de la capitale et du gouvernorat de Conakry étaient en formation à la Direction nationale des impôts. Pendant 2 jours, ces cadres se sont familiarisés avec les techniques de recouvrement fiscal. La démarche vise à renforcer les capacités des cadres de la Direction nationale des impôts. Le port de Conakry s'engage à respecter les nouvelles normes du commerce international et du développement durable. Déjà plus de 100 cadres ont été formés au compte de ce programme. L'objectif est d'aider le port autonome à s'ouvrir au monde. Fodé Camara. Comment réduire les coûts de passage portuaire pour soulager le panier de la ménagère? Exigée par le commerce international et le développement durable, cette question de compétitivité a été débattue par différentes thématiques par 16 candidats. Des candidats qui détiennent désormais le certificat de gestion portuaire moderne. Il convient de préciser qu'à ce jour, une bonne centaine de l'effectif de notre personnel a bénéficié de ces cours. Ici, je voudrais demander aux acteurs de la place portuaire d'accompagner le port autonome de Conakry dans la réalisation de ce programme. Cette initiative des Nations Unies a enclenché une émulation entre les travailleurs du port autonome de Conakry. Au finish, en ce mois de mars, mois de la femme, lors de la soutenance, Kadia Touba a tenu la dragée haute et a ravi la vedette aux hommes. C'est bien la preuve que les femmes peuvent réussir et que partout où les hommes sont présents, à compétences égales, il ne faut pas hésiter, il faut mettre les femmes. C'est notre option, c'est notre engagement et c'est notre vision. Ce renforcement de capacité aide le secteur portuaire à s'ouvrir au monde. Depuis 1999, nous avons personnellement pris ce programme à partir de Las Palmas pour l'amener dans notre pays. Nous avons été le 4e pays à adhérer à ce réseau Train for Trade de la CNUSED. Aujourd'hui, ce programme s'étend sur les 5 continents. Basée à Genève, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement aide les ports à mieux s'adapter à l'environnement du business international. 55 Guinéens qui vivaient aux États-Unis sont arrivés à Conakry. Ils vivaient clandestinement ou avaient des problèmes judiciaires au pays de Donald Trump. Récemment, l'ambassadeur de Guinée a donné des explications. Et ce reportage de Ben Bangoura commence par une mise en garde du diplomate guinéen. Suivez. Frères et sœurs, on est arrivé à un moment où franchement il ne faut plus s'oublier. Ne vous dites plus que l'Amérique, il suffit simplement d'arriver, c'est fini. Non, c'est terminé ça. On est tous venus ici avec un rêve. Si on ne fait pas attention, ce rêve a tendance à devenir un cauchemar. Selon la mission guinéenne, il y a environ 20 000 ressortissants guinéens aux États-Unis, légaux et clandestins confondus. À l'heure actuelle, il serait plus de 2000 dans le collimateur de la justice. Vous avez une première catégorie de gens qui ont fait des délits, qui ont été condamnés, jugés et qui ont fait leur condamnation 5 ans, 6 ans, 10 ans pour certains, et maintenant qui sont même libres, pratiquement qui ont été libérés. Mais pour eux, ce n'est pas parce qu'ils sont libérés qu'ils vont les laisser. Ils vont les récupérer un à un. On ne défendra pas ceux qui se sont rendus coupables de crimes. Mais les honnêtes gens-là, vraiment on les défendra. Jusqu'à la dernière minute, on les défendra. L'ambassadeur Condé a d'autre part exhorté les associations communautaires à soutenir les familles qui pourraient être victimes des mesures migratoires en leur apportant de l'aide morale ou matérielle. La vitesse compte beaucoup avec les services de l'immigration. Dès qu'un Guinéen est arrêté, il faut que dans les 24 heures qui suivent, il soit officiellement représenté par un avocat. C'était la première visite de l'ambassadeur Condé dans les États du centre-ouest des États-Unis. Retour en Guinée, Conakry, capitale mondiale du Lille. Le projet est aussi soutenu par des entreprises et autres structures privées. Plusieurs d'entre elles s'engagent à implanter des points de lecture dans les différentes communes de la capitale. Ce soir, nous allons à la rencontre de ces mécènes de la lecture avec Mikini Moussa Kamara et Mama Issata Kamara.
À moins de 40 jours du lancement de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, quelques entreprises citoyennes évoluant en Guinée apportent leur soutien matériel à la réussite de la fête dans notre pays. Plusieurs d'entre elles s'engagent auprès de l'État au financement des points de lecture. Plan International Guinée annonce le financement et l'ouverture de 8 points de lecture ainsi que le don de fournitures scolaires. Nous voulons saisir cette opportunité de Conakry, capitale mondiale du livre, pour justement promouvoir la lecture autour des droits des enfants et l'égalité pour les filles. Dans ce contexte, nous nous sommes engagés à construire 5 centres de lecture et à profiter des événements importants pour justement encourager les enfants, les jeunes, mais toute la population à lire autour du droit des enfants. Dans le même enthousiasme, la Banque ouest-africaine NTI est favorable à l'aménagement de 8 points de lecture dans les quartiers populaires de la capitale. Nous avons décidé de soutenir l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, en construisant un point de lecture à Kipé, qui est une zone intéressante au niveau de la densité de la population, mais également au niveau de l'intellect. Donc nous allons construire un point de lecture avec 20 000 €, qui sera sur un espace de près de 50 à 70 mètres carrés et qui permettra aux jeunes de venir développer leurs connaissances. L'Institut supérieur de commerce et de l'administration des entreprises en Guinée, l'ISKEG, veut également marquer l'événement d'une pierre blanche. L'ISKEG est à l'œuvre pour l'ouverture du premier centre de lecture dans la zone de Nongo. J'ai annoncé à l'occasion de J-50 de l'événement que l'ISKEG allait offrir un point de lecture à la commune de Ratoma, peut-être à Nongo. Nous, on prend en charge le financement, l'équipement de ce coin de lecture, mais le lieu devra être proposé par la commune. Ces contributions individuelles des compagnies et entreprises sont capitales dans la réussite en plus grand événement culturel cette année dans le pays. Le budget global de Conakry, capitale mondiale du livre, est de 60 milliards de francs guinéens et l'État annonce le décaissement de 8 milliards de francs guinéens. Nous allons ensemble révisiter l'histoire des Camara. Il y a plus de 800 ans, selon un recoupement de témoignages, que cette grande famille a compris et instauré la démocratie dans le Manding. Au début du XIIIe siècle, c'était eux qui commandaient la communauté. Aujourd'hui, les Camara du Hamana organisent des rencontres pour se retrouver, évoquer cette belle histoire, faire connaissance et surtout renforcer les liens de la grande famille. Souleymane Camara. C'est le 3e forum de l'association Kamangansi. Il regroupe tous les porteurs du patronyme Camara. Ils sont considérés par plusieurs sociologues comme les plus nombreux en Guinée. Originaires du Manding médiéval, les Camara sont les dépositaires du commandement d'après la charte de Kouroukanfouga. Cette rencontre vise donc à renforcer les liens séculaires entre les fils de cette tribu de la sous-région. Camara signifie étymologiquement commander Camara. Donc nous sommes nés pour commander Camara. C'est ça que veut dire Camara. Et c'est la première ethnie du Manding. Et c'est le premier roi du Manding. Et c'est notre grand-père qui a instauré la démocratie au Manding. Puisqu'à un certain moment, il a dit qu'il ne donnait pas le pouvoir à mon frère ou à mon petit frère. Celui qui peut, il faut le prendre. Donc après lui, ils ont pris un Condé. C'est la sous-préfecture de Sandiana, préfecture de Kouroussa, qui a été désignée pour abriter cette édition. Cette localité de la Haute-Guinée est fondée par les Camara au Moyen-Âge. Selon les organisateurs, la rencontre a été un véritable pèlerinage et surtout une opportunité de cultiver l'esprit de paix et d'unité nationale. Vous savez, dans les temps, les enfants écoutaient les vieux sous les arbres à palabres. Mais avec le modernisme, les enfants ont tendance aujourd'hui à laisser ça. Donc, on a raconté beaucoup de contes ici, on a raconté beaucoup d'histoires ici dans le cadre de l'entraide, dans le cadre de la paix, dans le cadre de la promotion de la culture sociale. Donc vraiment cet événement a été vraiment un événement éducatif, un événement de conseil. C'est une fierté aujourd'hui que les camarades décident aujourd'hui de réviser
revisiter l'histoire afin d'exhumer les valeurs qui ont fondé cet empire-là. Les valeurs d'humanisme, les valeurs de bravoure, les valeurs de solidarité, les valeurs d'entraide. Depuis la charte de Kouroukanfouka, il y a plus de 800 ans, les Kamara ont été désignés comme les propriétaires terriens au Manding. De ce fait, cette rencontre occupe une place fondamentale dans la consolidation des rapports socio-culturels de la lignée. Depuis 2013, l'association Kamangansi se fixe pour défi de regrouper tous les camarades du monde afin de partager et préserver le pacte ancestral. Retour demain du Orea contre l'Espérance de Tunis. Le club guinéen est condamné à une large victoire après avoir perdu 3 buts contre 1 à Tunis. Ce samedi, le coach du Orea a animé une conférence de presse pour présenter les enjeux de ce 16e de finale retour. Abdoulaye Diallo. Au cours de ce point de presse avant-match, Victor Dunka a regretté le résultat du match aller, perdu 3-1. Selon le technicien français, son équipe aurait dû limiter les dégâts, mais elle a manqué de concentration dans le jeu. Il a tout de même reconnu la qualité technique de l'adversaire, qui reste un gros morceau du football africain. L'arbitrage sera très important. Et puis après, le mental de mes joueurs. Parce que même si je pense que l'adversaire, parce que bon, quand j'en parle, je crois quand même qu'ils ont de la qualité. Donc il faut faire attention. Mais je pense que quand même, quand le coup de sifflet sera donné par l'arbitre, en face, il y a 11 joueurs contre 11 joueurs. Il n'y a pas un meilleur technique que l'autre. Il y a le mental qui va faire la différence, puis après le physique, naturellement. Donc si mes joueurs, sur le plan mental, et dans la conviction de ce qu'ils veulent faire, ils veulent le faire ensemble, je pense que l'adversaire aura des soucis à se faire. Par ailleurs, le capitaine des Rouges et Blancs de Matam a indiqué que ce match compte beaucoup pour leur survie dans cette compétition. Pour ce faire, ils doivent inscrire 2 buts sans encaisser. On souhaite beaucoup de chance au Orea Athletic Club de Conakry. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.